c'est Atlantic Radio. Ah ouais, c'est ça qui est magique à la radio, c'est que c'est plein d'imprévus et c'est pas grave. Notre décodeur du jour, Taïb S, expert financier et économique, est un petit peu en retard, donc on va l'attendre tranquillement. Je vous rappelle les sujets d'aujourd'hui. Comment l'intelligence artificielle peut devenir un véritable accélérateur économique, numérique et sociétal pour le Maroc, avec son partenariat stratégique avec Mistral AI. Le Royaume veut former des jeunes talents, développer ses propres solutions d'IA et renforcer ses infrastructures numériques pour gagner en souveraineté. L'objectif est clair, faire du Maroc un hub africain de l'innovation et un acteur crédible en Méditerranée. Mais pour réussir, il faudra transformer l'essai, plus de compétences, plus de data centers, une stratégie solide pour retenir les talents. Évidemment, on en parlait hier, c'est difficile de retenir les talents. Donc, on en parlera tout à l'heure avec Zouher Lardissi, qui est un spécialiste de l'IA, qui nous donnera son point de vue. Et puis le deuxième sujet, ce sera tout à l'heure à partir de 9h. Le Made in Morocco n'est plus seulement un slogan, c'est désormais un outil politique, économique et stratégique au service de la souveraineté industrielle du Royaume. Avec le lancement du nouveau label officiel, le gouvernement veut structurer et valoriser la production nationale, renforcer la confiance dans les produits marocains, pousser l'investissement local et soutenir les chaînes de valeur. Mais pour transformer cet élan en montée en gamme durable, plusieurs défis restent ouverts. Qualité, innovation, export, compétitivité, transparence et ancrage territorial. Le Made in Morocco peut-il devenir un vrai moteur de transformation industrielle et pas seulement un argument marketing? On le saura tout à l'heure. On attend donc les décodeurs. Alors sachez qu'on a eu aussi cette semaine une petite épidémie de grippe chez nos décodeurs, donc c'était pas facile. Donc ne vous inquiétez pas, on revient juste après ça. C'est vrai, il faut positiver. Taïb S, expert financier économique, est avec moi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Ça vous a couru, hein? Oui, tout à fait. Merci d'être là. Tout à l'heure, on parlera d'intelligence artificielle avec Zouher Lardissi, qui est consultant digital et entrepreneur dans la tech ici au Maroc depuis pas mal d'années. Et puis, on va commencer avec l'intelligence artificielle. Le Maroc peut-il devenir un acteur stratégique? Est-ce que vous utilisez l'IA d'ailleurs générative? Oui, première question. Oui, on utilise tous l'IA plus ou moins au niveau du... Alors personnellement et au niveau du travail. Surtout au niveau du travail. Vous savez, l'IA c'est un outil de travail. C'est un outil de travail qu'on peut utiliser. C'est comme une voiture. Vous utilisez la voiture pour travailler, pour vos besoins personnels et professionnels. L'IA, c'est la même chose. Donc, de plus en plus, les gens utilisent l'IA. Au début, évidemment, on l'utilise d'une façon basique. Ça veut dire pour écrire un texte, pour écrire une lettre, pour écrire un mail, etc. Ou pour corriger déjà ce que vous avez écrit. Mais par la suite, il y a beaucoup d'utilisations professionnelles qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est un outil je pense qu'il faut adopter, sur lequel il faut travailler, mais qu'il faut utiliser à bon escient, comme on dit. La question qu'on va se poser aujourd'hui dans ce débat là, autour de l'intelligence artificielle, c'est surtout sur la place du Maroc. Comment le Maroc peut défendre sa place dans un écosystème qui est mondial et beaucoup de pays sont dépendants de cet écosystème mondial. Oui, en fait, si vous voulez, nous sommes dans l'ère du digital, du numérique et de la donnée. Maintenant, en fait, la richesse, c'est la donnée. Ouais. C'est celui qui dispose de la donnée qui est riche. C'est plus celui qui a le pétrole ou un petit peu. Hein. Oui, mais c'est surtout la donnée qui est importante. Oui. Vous voyez, par exemple, Google ou ChatGPT, etc. C'est des sociétés qui sont beaucoup plus capitalistiques que des sociétés traditionnelles de fabricants de voitures, par exemple. Ils ont dépassé au niveau de leur valeur des sociétés telles que Renault ou autres. Bien sûr. Mais justement, est-ce que c'est pas une bulle actuellement? On n'assiste pas finalement à la même bulle qu'on a eu il y a quelques années avec les sociétés qui étaient issues de l'informatique pure, quoi.
En fait, vous savez, le système capitaliste, il crée toujours des bulles. Et effectivement, des bulles qui, à un certain moment, ils explosent. Mais au niveau de la donnée, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de structurel. On aura toujours besoin de données et les personnes qui disposeront de la donnée seront les plus riches. Et justement, les plus riches à ce niveau-là, c'est pas les pays africains, c'est pas les pays asiatiques, c'est même pas les pays européens. C'est surtout les États-Unis et la Chine. Et la Chine. En fait, les deux pays les plus riches en ce qui concerne les data, c'est les États-Unis et la Chine. Exactement. Et donc tout ce qu'on fait... Et l'Europe qui court derrière. Voilà, exactement. Et donc nous, tout ce qu'on fait, on utilise... Mais attention, justement, en fait, le piège, c'est quoi? C'est qu'en utilisant ces outils, tels que Google, WhatsApp, Facebook, etc. Tous les outils du quotidien tout ce qu'on utilise, en fait, ils alimentent la base de données américaine. Tout à fait. Donc en fait, nous travaillons tous quelque part pour les Américains, pour les enrichir davantage. C'est vrai. Ça, c'est bien résumé. On va en parler tout à l'heure. Et puis, ça donne des biais aussi. Des biais quand on recherche, par exemple, des choses ici au Maroc ou en Afrique, par exemple, on va avoir une donnée influente, une donnée américaine influente, une donnée chinoise influente, une donnée mondiale influente. Tout à fait. Voilà. Justement, ça sert à ça. Ça permet d'influencer justement les gens. Ah, vous croyez qu'il y a cette dimension-là d'influence? Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, c'était naïf comme en fait, si vous voulez, l'influence, elle est d'abord au niveau commercial. On vous influence, quand vous utilisez les outils, les différents outils, vous recevez de la publicité. Mais aussi, il y a de l'influence politique. Mais on va en parler juste après les infos de Karim Bornet. On aura le temps. Et puis, on sera avec Zouher Lardissi, consultant digital et entrepreneur de la tech. Alors, on vous parle d'intelligence artificielle aujourd'hui dans les décodeurs. Taïb S, expert financier économique, est avec moi. On a parlé de la data. La data, c'est important. Encore une fois, comment faire pour tirer son épingle du jeu alors qu'on est dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas? Alors là, on vient de signer un accord, le Maroc vient de signer un accord avec Mistral AI. Déjà, sur le choix de Mistral AI. Oui, en fait, Mistral AI, c'est une petite start-up française qui vient de commencer en 2023 et qui a pris quand même de l'ampleur. Ah ben, carrément, oui. Voilà, exactement. Mais c'est une bonne chose, mais en fait, ça aurait été préférable peut-être de signer avec des startups marocaines, parce qu'il y a beaucoup de startups marocaines qui ont besoin justement de commandes publiques. On posera la question tout à l'heure à Voilà, justement, il y a beaucoup de startups marocaines, il y a beaucoup de jeunes marocains qui se donnent à l'intelligence artificielle et qui sont très forts d'ailleurs. Nous avons des ingénieurs qui sont très très forts et des jeunes qui ont créé des startups. Ça aurait été très très intéressant de donner de la commande publique à ces startups marocaines. Ouais. Si on devait faire appel à une start-up étrangère, ça aurait été aussi plus intéressant de mettre dans le cahier de charge l'obligation d'intégrer des start-up marocaines pour justement avoir véritablement un transfert de technologie pour les start-up marocaines, mais surtout d'encourager justement cette start-up marocaine. Les start-up marocaines ne cherchent qu'à être encouragées, notamment par la commande publique. Il faut faire confiance justement aux ingénieurs marocains, aux techniciens marocains, aux jeunes marocains et leur donner la chance justement d'affiner leur talent et de se mettre en scène. Vous savez, quand on encourage une start-up par la commande publique, qui est très très important, aujourd'hui ça sera une start-up marocaine, mais par la suite ça sera une start-up internationale qui peut s'exporter. Et au lieu justement d'importer la connaissance de l'étranger, on peut l'exporter. Et vous savez, c'est justement cette nouvelle ère numérique, digitale et d'intelligence artificielle, etc., c'est une chance pour le Maroc, dans la mesure où le gap qui était entre le Maroc et les pays industrialisés, au niveau de l'industrie, on peut le dépasser justement par l'économie numérique. Parce que justement, cette économie numérique nécessite surtout de la matière grise. Et la matière grise, on en a au Maroc. Nous avons énormément de jeunes qui sont très très bien formés, qui travaillent et qui ont beaucoup de compétences. Il suffit de leur faire confiance et de leur donner justement des marchés
tels que celui-là, et pour justement les mettre en scène et les encourager à se développer. Moi, je voulais revenir sur un édito qui a été écrit par Lassen Haddad chez nos confrères du 360 il y a quelques jours, et sur l'IA justement. Je vais vous en lire un petit morceau. L'IA peut jouer un rôle déterminant dans cette transformation à condition de ne pas imiter la course mondiale au gigantisme technologique. Le Maroc n'a pas vocation à rivaliser avec les méga-centres de données de l'Arizona ou de la Corée du Sud. Sa force réside dans l'IA utile, concrète, appliquée, orientée vers le besoin réel du pays. Diagnostic médical assisté, lutte contre la fraude fiscale, optimisation logistique des ports, agriculture de précision, maintenance prédictive dans l'industrie automobile. En fait, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant avec ce qu'il écrit, c'est que c'est une utilisation très, très, très systémique, très locale de l'IA. Ce qu'il dit, en fait, c'est ne vous lancez pas dans les méga centers, c'est pas notre métier, quoi. En fait, l'un n'empêche l'autre. On peut faire les deux. Vous savez, par exemple, ce contrat qu'on vient de signer avec Mistral, ça se compte en millions d'euros. Donc, il va falloir mettre cet argent au service justement des entreprises marocaines et des PME marocaines, des start-up marocaines, et pour justement développer ces méga projets, tout en développant les petits projets de proximité, etc. Donc, l'un n'empêche l'autre, au contraire. L'IA, c'est de la donnée, et la donnée, c'est partout. Vous êtes dans une petite entreprise, vous utilisez la donnée. Vous êtes dans une grande entreprise, vous utilisez la donnée. Mais cette donnée, justement, il faut qu'elle soit traitée au Maroc. C'est ça, en fait, avoir cette souveraineté nationale. C'est pour cela que c'est très important d'avoir des grands centres d'information, de centres de données importants au Maroc. Et non plus à l'étranger. Okay. Vous savez, par exemple, pour les clouds, la plupart des clouds marocains sont domiciliés à l'étranger, aux États-Unis, en Europe. Il est temps de les domicilier au Maroc pour justement que la donnée marocaine reste au Maroc et soit traitée au Maroc et par des Marocains. Alors, on est avec Zouher Lardissi, consultant digital, entrepreneur de la tech. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, on a plusieurs questions à vous poser. Parce que tout à l'heure, on disait, Taïb S, qui est l'expert financier économique, qui est le décodeur d'aujourd'hui sur Atlantic Radio, nous disait, à propos du partenariat stratégique avec Mistral AI, mais pourquoi on n'a pas fait confiance à des startups marocaines pour faire ça? Alors vous êtes quand même bien placé pour répondre à cette question. Oui, la question certainement est une question qui est pertinente. Ouais. Aujourd'hui, je pense que de toute façon, dans une stratégie marocaine de l'IA, qui n'existe toujours pas, mais qui devrait normalement être mise en place dans les prochaines semaines ou les prochains mois, il faudra attirer des leaders internationaux. C'est ce qu'on avait fait aussi au niveau de l'automobile, mais aussi avoir une stratégie pour encourager, développer et surtout aider à croître des startups marocaines. Donc moi je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Il faudra en même temps attirer des leaders qui vont créer ou nous aider à créer un écosystème autour de l'IA au Maroc, comme ce qui a été fait avec Renault ou Peugeot par la suite. Et en même temps, il faudra qu'on ait une logique d'encouragement des startups marocaines, pas uniquement pour qu'elles travaillent sur le territoire marocain, mais aussi pour qu'elles puissent se développer à l'international, avoir des parts de marché en dehors du Maroc et donc avoir les moyens aussi en termes d'investissement pour pouvoir croître et se développer ailleurs. Cette politique de l'IA, Zouher Lardissi, on nous l'annonce depuis quelques mois, et elle va arriver, vous êtes sûr ? Je pense que c'est inéluctable. On est déjà très en retard sur ce sujet. Un nombre important de pays ont déjà leur stratégie depuis les années 2016, 2017, 2018. La France a eu sa stratégie en 2018, les Émirats ou l'Arabie Saoudite en 2017. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui devient carrément inéluctable. Bon,
Maintenant, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard là-dessus. Alors, il faut aussi noter que des pays qui ont fait leur stratégie, ça fait longtemps, ont dû remettre à jour leur stratégie parce qu'il y a eu des changements technologiques depuis 2023 ou 2022, avec l'arrivée de tout ce qui est IA générative avancée, avec aujourd'hui l'arrivée de modèles de raisonnement ou d'IA agentique également. Donc, ce n'est jamais trop tard. Par contre, je pense que ça devient quasiment aujourd'hui une question fondamentale. Le classement du Maroc dans le domaine de l'IA n'est pas bon justement parce que on manque de stratégie, on manque d'organes de gouvernance et ça devient aujourd'hui une nécessité. On prend par exemple un pays comme l'Arabie Saoudite, ils ont depuis plusieurs années une agence de la data et de l'IA qui gère en fait tous les projets stratégiques de l'État saoudien sur le sujet, et on voit la même chose dans plusieurs pays de la région et ailleurs. Taïb. Oui, en fait, effectivement, au Maroc, nous sommes un peu en retard, mais nous avons quand même un certain nombre d'acquis. Nous avons une agence numérique, nous avons une stratégie aussi à ce niveau-là. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que d'évaluer justement ces stratégies, d'évaluer tout l'argent qui est mis dans ces différentes stratégies et voir est-ce que effectivement ça donne les résultats escomptés ou pas. Quand on fait appel justement à des startups étrangères, c'est bien. Mais ce sera beaucoup plus intéressant si on associe des startups marocaines, des sociétés marocaines. Par exemple, cet accord avec Mistral. Mistral, c'est une petite, c'est une startup qui vient de commencer en 2023, donc elle est encore toute récente. Mais il y a des startups marocaines qui ont commencé en 2023, en 2022, même avant. Et donc, ça sera bien aussi de faire confiance à ces sociétés marocaines et à ces startups marocaines, à ces jeunes marocains, justement pour mettre en place la vraie stratégie. C'est d'abord de faire confiance aux compétences marocaines, de les développer, de les former et d'ouvrir en fait les voies pour la commande publique, pour les booster justement à faire leurs preuves au niveau national, mais par la suite justement à s'exporter et à devenir effectivement des startups marocaines au niveau international, et on peut le faire. Alors, on va parler, Zouher Lardissi, de souveraineté maintenant. Et puis, est-ce que ce terme de souveraineté est possible en termes d'IA? Allô? Moi, je vais aller même au-delà. Oui, je vous entends très bien. Allô? Oui, vous m'entendez bien. Oui, allez-y. Oui, allô? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui. Ok. Alors, en fait, non seulement ce terme est possible, mais je pense que ce terme devient quasiment vital pour tous les pays. Il y a Vladimir Poutine qui, en 2018, avait dit « Celui qui va dominer l'IA va dominer le monde ». Et donc aujourd'hui, il y a un enjeu. Avec l'IA aujourd'hui, toutes nos décisions vont être probablement aidées par l'IA. Donc la question de la souveraineté devient inéluctable. D'autres pays l'ont compris. La France a construit son modèle. Donc Mistral est un modèle qui est construit en France. Les Émirats ont leur propre modèle. L'Arabie Saoudite a son propre modèle. La Chine aussi. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec Taïb qu'il est important aujourd'hui qu'on ait, alors pas forcément un modèle, mais qu'on ait nos propres outils. Ces outils vont demain être des outils fondamentaux dans la prise de décision, aussi bien au niveau du secteur public que du secteur privé. L'IA aujourd'hui n'est plus une technologie, c'est un changement fondamental de paradigme, c'est un changement de la manière avec laquelle on va produire, créer de la valeur, collaborer, et donc ça va rentrer dans quasiment tous les secteurs, tous les métiers, et ça va transformer notre façon de faire les choses. Et donc, je pense que c'est fondamental, dans cette ère de l'IA, qu'on ait, sur certains sujets, on ne peut pas l'avoir à tous les niveaux, mais sur certains sujets, qu'on ait nos propres outils, ou qu'on ait des outils qu'on propose pour nos citoyens et aussi pour le monde. Donc la question de la souveraineté est fondamentale. Elle va d'abord commencer au niveau de la donnée, parce qu'aujourd'hui, la donnée qu'on produit ne nous appartient pas à 99%. La donnée qu'on produit, elle appartient aux leaders d'Internet, des réseaux sociaux et de plus en plus aussi de l'IA. Donc il faut qu'on ait la possession de notre propre donnée d'abord, mais aussi nos propres modèles et nos systèmes d'IA agentique ou d'IA génératif. Zouher, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas des pros de l'IA, comment on fait
pour créer cette souveraineté justement, pour que nos données partent un peu moins du côté des leaders de l'IA ou des leaders mondiaux. Comment on fait concrètement ? Alors, il y a des solutions aujourd'hui. Pratiquement pour toutes les solutions d'IA que vous connaissez, que nous connaissons, il y a des alternatives qui sont open source. Donc, quand on prend des outils comme ChatGPT, aujourd'hui, on a des alternatives qui sont open source. Alors, quand je dis open source, c'est-à-dire leurs sources sont connues, ils peuvent même être hébergés dans le territoire national. Il y a aujourd'hui des entreprises marocaines qui ont pris des modèles open source comme celui de Meta qui s'appelle Llama 4, ou comme Mistral aussi dont on vient de parler, ou comme DeepSeek qui est le modèle chinois, et qui les ont installés, intégrés dans leur propre data center, et ils les ont entraînés sur leurs propres données. Donc, dans tous les outils aujourd'hui que vous trouvez dans le marché, si vous prenez par exemple aussi des outils comme Manus ou comme GenSpark, il y a des alternatives comme GLF 4.5 qui est une alternative open source. Donc la solution pour la souveraineté, c'est à chaque fois qu'on a une solution, essayer de voir est-ce qu'il y a une solution gratuite et potentiellement installable en local, surtout pour les entreprises, qui peut jouer le même rôle. Et en faisant ça, ça nous permet de garder nos propres données et de pouvoir justement construire cette souveraineté. Alors ces solutions peuvent être aussi la base de nos propres solutions. Il ne faut pas oublier que les Chinois ont fait entraîner leur modèle DeepSeek grâce à ChatGPT. Donc prendre un modèle open source comme celui de Meta qui est un des plus avancés par exemple, et l'entraîner sur toute la donnée locale, ça permet aussi de créer potentiellement un modèle spécifique au Maroc qui répond aux contraintes, aux exigences aussi bien culturelles que contextuelles des entreprises et des particuliers marocains. J'ai cette image de la bête à plusieurs têtes en fait, hein. C'est ça, hein. C'est un peu ça l'IA. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations la semaine dernière du PDG de la start-up Instadeep, Karim Benguir, lors d'une convention à Tunis, qui dit qu'il est possible de développer l'IA la plus compétitive au monde dans le bassin méditerranéen. L'Europe est un énorme marché en termes d'IA et l'Afrique du Nord regorge d'énergie renouvelable, notamment le solaire, à une distance très proche de l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Taïb, pour commencer ? Écoutez, bien sûr, au niveau de la Méditerranée, on peut faire énormément de choses. On peut créer des synergies. On peut travailler d'égal à égal avec l'ensemble des pays de la Méditerranée, avec au niveau donc du développement de l'IA, etc. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Vous savez, au Maroc, nous avons des compétences, nous avons des gens qui sont très très performants, nous avons des ingénieurs, des techniciens, et il faut juste leur donner donc cette chance. Et le fait de travailler avec leur homologue, aussi bien de la rive nord ou de la rive sud, c'est une excellente chose. L'IA, en fait, peut être un moteur justement fédérateur donc, de ces différents pays, et un moteur justement qui permet de créer des synergies entre ces différentes compétences, et c'est une bonne chose. Et Zouher Lardissi, vous en pensez quoi ? Alors, moi je pense qu'il a tout à fait raison, et je rejoins parfaitement Taïb sur un point, c'est que aujourd'hui les meilleures compétences de l'IA qui travaillent en Europe, c'est des compétences d'origine maghrébine. Quand on part aujourd'hui en France, à la défense, dans les grandes entreprises qui travaillent sur le sujet de l'IA, on a beaucoup de compétences qui sont soit maghrébines, soit subsahariennes. Et donc, moi je pense qu'il y a moyen, à partir du moment où on crée des projets fédérateurs, et à partir du moment, comme on a fait dans le foot, on crée les infrastructures nécessaires et on ramène les meilleures compétences marocaines dans le monde. On a aujourd'hui dans le monde, dans les plus grandes entreprises comme Nvidia, comme Microsoft, on a des compétences marocaines. On a aujourd'hui au Maroc des compétences qui sont distinguées à l'international dans des compétitions dans le domaine de l'IA, dans le prompt engineering, etc. Et je pense que le fait de trouver la bonne formule, la bonne équipe IA Maroc pour travailler sur des sujets de pointe nous permettrait d'arriver peut-être à la demi-finale, voire même à la finale de la Coupe du Monde de l'IA, si on a la volonté politique et si on crée les bons projets mobilisateurs. Moi je pense qu'on a été concret là, c'est très bien. Une dernière question, Zouher. Si on devait donner la priorité actuellement pour l'IA, c'est quoi ? Elle est du côté de l'infrastructure, elle est du côté de la réglementation, elle est du côté de la formation. La priorité en 15 secondes, 20 secondes.
c'est toujours, pour moi, c'est les talents. Donc vraiment former au maximum les gens sur le sujet de l'IA. D'abord pour développer de nouveaux systèmes, mais aussi pour adopter, parce que l'adoption aussi est quelque chose qui est fondamental dans l'ère d'aujourd'hui, dans toutes les entreprises. Donc l'information, les talents, je pense que c'est le sujet principal. Après, je pense que la réglementation devrait être retardée le plus possible. Le sujet de l'IA aujourd'hui ne doit pas être dans une logique classique, et il ne faut pas qu'on suive l'Europe sur une logique où d'abord on commence par réglementer, et après on commence à inventer. Moi je pense qu'il faut d'abord qu'on commence par inventer, on crée les talents et on crée le projet pour pouvoir mobiliser ce talent. Merci Zohar Lardissi, consultant digital, entrepreneur de la tech. Merci d'avoir été ce matin sur Atlantic Radio. Taïb, c'est un sujet passionnant. Hein. Oui, effectivement. Mais je pense en fait, évidemment, très court. Alors la formation c'est très très important, mais aussi les infrastructures, c'est aussi important. Évidemment, il faut créer des infrastructures. Et on sait faire. Oui, on sait faire, bien sûr. Et nous avons besoin de créer des data centers au Maroc pour justement que la donnée reste au Maroc, soit traitée au Maroc, et soit utilisée et traitée au Maroc. Et nous avons aussi besoin de la commande publique. Vous savez, l'État, c'est le plus le donneur d'ordre le plus important. Et donc, la commande publique doit aller vers justement des entreprises marocaines, des startups marocaines qui vont développer l'intelligence artificielle marocaine. Et voilà. Puis sinon, ça va pas marcher. C'est bien. Toutes nos excuses pour le petit décalage qu'il y avait avec Zohar Lardissi, qui devait être soit à Washington, soit à Pékin, soit à Moscou, hein, je pense. Hein. Merci. On se retrouve juste après la pub pour les infos avec Mourad Baba. Les décodeurs avec Taïb Aes, aujourd'hui expert financier économique. Rebonjour Taïb. Rebonjour. Alors on va parler de Made in Morocco maintenant. Le Made in Morocco n'est plus seulement un slogan, c'est désormais un outil politique, économique, stratégique au service de la souveraineté industrielle du royaume. Avec le lancement du nouveau label officiel, le gouvernement veut structurer, valoriser la production nationale, renforcer la confiance dans les produits marocains, pousser l'investissement local et soutenir les chaînes de valeur. Mais pour transformer cet élan en montée en gamme durable, plusieurs défis restent ouverts: qualité, innovation, export, compétitivité, transparence, ancrage territorial. Le Made in Morocco peut-il devenir un vrai moteur de transformation industrielle et pas seulement un argument marketing? On va en parler aujourd'hui. D'abord, question, est-ce que vous avez quelque chose de Made in Morocco sur vous aujourd'hui? Oui, les vêtements, en général, c'est Made in Morocco. Vous faites attention à ça? Oui, bien sûr. Ah, bien. Moi, j'ai un t-shirt aujourd'hui, Made in Morocco. Voilà, la nourriture aussi. À titre personnel, j'essaie de consommer tout ce qui est marocain en priorité. En fait, c'est pas par nationalisme ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est les meilleurs. Oui. Tout simplement. Vous savez, quand vous consommez des fruits marocains, c'est les meilleurs. C'est assez facile ici. Oui, c'est assez facile, voilà. Effectivement. Mais déjà, effectivement, il faut commencer. Vous savez, le Made in Morocco, c'est un slogan qui est beau, mais pour le mettre en pratique, il faut d'abord commencer par soi. Ça veut dire chaque citoyen doit faire confiance au Made in Morocco. Ça veut dire doit faire confiance parce que justement, c'est les meilleurs produits. Il y a cette dimension citoyenne qui est très importante, oui. Mais est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle existe vraiment? Il existe. Il faut la développer. Elle existe, mais il faut la développer, évidemment. Il faut faire. Et d'abord, à titre personnel, donc chaque Marocain doit faire confiance à soi-même. Parce qu'en fait, vous savez, quand on ne fait pas confiance à soi-même, ça veut dire déjà on ne se fait pas confiance à sa personne. Déjà. Donc, quand on dit que je consomme marocain parce que c'est de la bonne qualité, ça doit être de la bonne qualité d'abord, mais ensuite, c'est qu'on se fait confiance. Donc, ça, c'est à titre personnel. Ensuite, au niveau des institutions, en fait, les institutions, soit publiques, soit privées, c'est important qu'ils fassent justement confiance aux produits marocains. Et la première institution, c'est déjà l'État. L'État avec ses différentes ramifications. Donc la commande publique, encore une fois, c'est très très important parce qu'en fait l'État achète beaucoup. Et quand l'État achète, il doit acheter d'abord et en priorité tout ce qui est marocain. Et s'il n'est pas disponible au Maroc, il faut le créer. Et c'est à l'État, justement, c'est ça les politiques publiques. La politique publique, ça consiste en quoi? Tout ce que j'achète marocain. S'il n'existe pas au Maroc, je dois
l'inciter à ce qu'il existe au Maroc. Par exemple, j'importe un outil qui n'existe pas, je vais prendre un certain nombre de sociétés marocaines, je leur dis, je veux passe commande. Vous savez, quand l'État dit, je vous passe commande pour me fabriquer pendant les 10 prochaines années, je vous garantis l'achat durant les prochaines années des téléviseurs, oui, c'est comme ça qu'on fait avancer, effectivement. C'est comme ça qu'on fait avancer, il n'y a pas d'autre solution. Mais par contre, la solution de facilité, c'est que lorsque l'État veut acheter, on achète à l'étranger. C'est très simple. Mais on ne va jamais développer le pays. Par contre, lorsqu'on passe les commandes pour les sociétés marocaines, pour les entreprises marocaines, là, on crée de la production nationale. Et au Maroc, nous avons besoin de la production nationale parce que c'est la production nationale, c'est l'industrialisation, c'est les entreprises marocaines qui vont créer de l'emploi et qui vont justement résorber le chômage. Vous savez qu'une des problématiques du Maroc, c'est le chômage. Nous avons officiellement plus de 13% de chômeurs. Et au niveau des jeunes, ça va jusqu'à 30-40%, ce qui est énorme. Et donc nous avons besoin, c'est un besoin, c'est même pas un luxe, c'est un besoin stratégique. Nous avons besoin de créer des entreprises au Maroc, de donner de la chance à nos jeunes de travailler. Et pour cela, il faut consommer marocain. Et le premier consommateur, c'est l'État. Donc l'État, les administrations, les entreprises publiques, les agences, etc., les collectivités territoriales qui sont partout dans le Maroc. Donc ils doivent consommer en priorité tout ce qui est marocain. Et justement, l'étape suivante, c'est la formation. On doit former les gens. Et la troisième chose, c'est la qualité. Donc il faut pousser les sociétés marocaines à justement à produire de la qualité. Et cela, c'est le prérequis pour justement l'exportation. Parce qu'en fait, une fois qu'on produit au niveau national, une fois qu'on arrive à satisfaire la demande nationale, il faut exporter. Et quand on exporte, il va falloir se mettre aux standards internationaux parce qu'on sera confronté à d'autres pays, à d'autres entreprises au niveau international. Et donc là, on améliore notre qualité. Et c'est ce qui est important. Alors, le Made in Morocco, c'est surtout une capacité peut-être à être ambitieux dans la production, donc dans le secteur industriel. Quels secteurs industriels marocains sont aujourd'hui prêts à porter cette image du Made in Morocco? Alors, la semaine dernière, on parlait du textile, par exemple. Justement, les textiles, une fois, j'étais à l'étranger, ça fait des années, j'étais à l'étranger, je voulais acheter des vêtements. Quand je les ai pris, j'ai trouvé c'est Made in Morocco. Donc c'est à partir de là que je les achète au Maroc, je les achète plus à l'étranger. Et donc c'est très très important justement de faire confiance à notre production nationale et de la développer justement par ce que je viens de dire tout à l'heure. Un haut potentiel aussi, c'est le secteur agroalimentaire. Écoutez, l'agroalimentaire, le Maroc est très très développé au niveau de l'agroalimentaire parce que déjà nous avons de l'agriculture et au lieu d'exporter l'agriculture brute, on va dire, il faut la traiter. Parce que quand on la traite au Maroc, quand on l'industrialise par l'agroalimentaire, on lui donne plus de valeur ajoutée. D'accord ? On lui donne plus de valeur ajoutée et on la conserve aussi. Vous savez que les tomates, si vous les mettez pas en conserve, etc., pour les exporter et pour les travailler d'une façon durable, il faut les jeter. Par contre, une fois qu'ils sont traités, qu'ils sont industrialisés, là on leur donne plus de valeur ajoutée et on peut les exporter avec plus de valeur ajoutée. Oui, moi vous savez, j'ai des animaux, j'ai un chat et un chien, et j'achète donc des croquettes tous les mois. Et je me dis, mais pourquoi je peux pas acheter des croquettes Made in Morocco? Est-ce que c'est compliqué de faire des croquettes ici? J'achète des croquettes espagnoles, j'achète des croquettes françaises. Bon. Oui, justement, c'est parce que c'est ça le rôle des politiques publiques. Le rôle des politiques publiques, c'est d'orienter justement le tissu industriel marocain et de l'encourager, parce qu'en fait on a besoin quand même d'être encouragé au début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va dire, c'est très simple, vous prenez la liste des importations marocaines, tout ce que nous importons, et c'est disponible au niveau de la douane, c'est disponible au niveau du ministre du commerce extérieur. Donc tout ce qu'on importe, l'État peut travailler dessus. Par exemple, les croquettes, vous avez parlé de croquettes, mais il y a énormément de choses. Nous sommes actuellement en train de bâtir des terrains de sport. Les terrains de sport, ils ont besoin de gazon.
artificiel. Tout ce gazon artificiel, on l'importe. Pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas une entreprise ou des entreprises marocaines à créer justement ce gazon artificiel? On est en train de vous donner des idées là. Sachant que nous avons des très grands projets justement pour la création de ces terrains. Les terrains, soit les grands terrains, soit les terrains moyens, c'est le terrain de proximité. Et à chaque fois, nous avons besoin de gazon artificiel. Autant encourager des entreprises et passer des commandes publiques à ces entreprises-là pour justement qu'ils s'installent, qu'ils créent, qu'ils investissent au niveau de cet outil de production pour satisfaire la demande nationale, mais après, c'est pour l'exportation. Après, on pourra l'exporter. Et c'est la même chose pour les aliments des animaux domestiques, etc. On peut aussi, évidemment, les encourager, par la suite, les exporter. Mais je vous donne un exemple. Tout à l'heure, on parlait de pain blanc et de pain complet. Donc, évidemment, on a cité la bonne vieille tartine du matin avec la pâte à tartiner. Ouais. Cette pâte à tartiner, il y a des industriels qui se sont dit, c'est une demande importante, donc il faut en fabriquer une ou plusieurs ici, et ça fonctionne. Bien sûr. Donc voilà. Alors, il y a ça aussi, c'est-à-dire que pendant assez longtemps, auprès du public marocain, de certains publics marocains, on était plutôt convaincus que ce qui venait de l'étranger, c'était mieux, quoi. Ouais, mais ça c'est dépassé. C'est le old fashion, non, c'est dépassé. Effectivement, c'est une étiquette qui était là. Comme on disait avant on disait que, je me rappelle quand on était un peu plus jeune, on disait que tout ce qui est japonais, c'est de la mauvaise qualité. Ouais. Et puis les Japonais. Et puis après, ils ont upgradé leur production et on se dit, qu'est-ce que c'est bien. Voilà, exactement. Maintenant, c'est les meilleurs produits, c'est les Japonais. Et puis on se dit, les Coréens, c'est n'importe quoi. Et puis ils sont développés. Et puis on dit les Chinois. Avant, on disait les Chinois, c'est n'importe quoi. Et maintenant, les Chinois, c'est les deux. C'est n'importe quoi et du très haut de gamme. Voilà. En fait, les Chinois, ils sont arrivés à un stade de maîtrise du procédé industriel de façon à ce qu'ils peuvent vous faire la meilleure machine très chère et le bas de gamme aussi pas cher. Est-ce qu'on va pas, à un moment donné, avec cette histoire de Made in Morocco, se dire qu'on est capable de tout faire? C'est-à-dire, si on prend, par exemple, le secteur automobile, on est déjà des champions de l'intégration, hein. 60%, je crois, c'est ça, ouais. ce qui est déjà exceptionnel, et ça va continuer à monter. Je pense qu'on va arriver dans les 70%. On va être donné en exemple. Le Maroc a un taux d'intégration qui est énorme. Mais est-ce qu'on va être capable de fabriquer des automobiles ? Mais bien sûr, en fait, Valeur aujourd'hui, on fabrique à 60% d'intégration, ce qui est une bonne chose. Mais évidemment, il faut encore travailler pour arriver à 100%. On est très fort maintenant au niveau des voitures. Vous savez, pour les voitures, on est dans le club des 15 pays exportateurs de voitures, ce qui est pas mal. Je pense qu'en 2030, on va arriver à 1 million de voitures. Là, on est autour de 700 000, 800 000, ce qui est bien. Au niveau de l'aviation aussi, on est très bien au niveau de l'aviation. Donc on fabrique les pièces des voitures, la première catégorie, on passe à la deuxième catégorie, là on est à la troisième catégorie, qui sont donc les pièces stratégiques pour l'avion. Donc c'est une bonne chose. Donc, et le Maroc, en fait, on a la capacité de travailler sur un certain nombre de secteurs. L'automobile, c'est un secteur porteur, l'aviation, c'est un secteur porteur. Nous avons aussi les nouvelles technologies qui commencent. Les batteries, tout ce qui est solaire, tout ce qui est éolien, etc. Mais tout en gardant, il faut aussi garder les anciens secteurs, tels que le textile, le cuir, l'agroalimentaire, etc. Donc il faut garder, il faut travailler avec sur plusieurs secteurs. Ils n'ont pas misé sur un seul secteur. Et puis développer aussi tout ce qui est l'économie numérique. Là aussi, c'est quelque chose d'important. C'est toute une industrie numérique qu'il va falloir développer. On en a parlé tout à l'heure. On en parlait avec les startups. Exactement. Les startups dans le numérique, c'est du Made in Morocco. Ouais. Donc, et ça va le devenir de plus en plus. On l'a dit, hein, c'est pas un slogan, le Made in Morocco. Moi, je pense que c'est vraiment un outil politique. Mais bien sûr, en fait, c'est un outil politique qui permet d'orienter les politiques publiques. Oui. Et les stratégies publiques, c'est ça en fait ce qui est important. Ça veut dire en fait que l'État, lorsqu'il va mettre en place des lois, lorsqu'il va mettre en place des politiques publiques, il doit toujours
garder à l'esprit cette orientation Made in Morocco, de façon à encourager la production nationale, de façon à ce que la commande publique notamment ait aux entreprises marocaines et à tout ce qui est Made in Morocco, et justement encourager la production nationale pour créer de l'emploi pour nos jeunes. C'est ça important. Voilà, pour le Made in Morocco, on en reparlera évidemment, et vous avez bien gagné vos débats express. Merci. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Et on voulait justement souhaiter un prompt rétablissement à Mostafa El-Jé qui devait être là ce matin et qui sera là. Take care, Mostafa. Oui, c'est vrai. Allez, vitamine C. Et paracétamol, évidemment. Les débats express et une info qui est tombée dans la nuit, tiens. DOGE, l'agence américaine pour l'efficacité gouvernementale fondée par Elon Musk et Donald Trump, a été dissoute en toute discrétion, créée pour réduire les dépenses et restructurer le gouvernement. L'agence controversée n'aura finalement pas survécu à son fondateur qui s'est retiré pour se consacrer à ses entreprises. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de DOGE, une agence qui a quand même été assez active, en tout cas au début? C'est bien, il a quand même cassé l'économie américaine, ce qui est une bonne chose pour le reste du monde. Et en fait, ils ont licencié énormément de gens, ils ont réduit les budgets pour des grandes institutions américaines, notamment des universités. Oui. Ça va casser recherche. Ouais, la recherche, évidemment. Et évidemment, tout cela, ça va casser l'économie américaine. Et tant mieux pour le reste du monde. Maintenant, c'est dommage, surtout pour les universités, parce que quand même, quand vous arrêtez, quand l'administration actuelle a bloqué donc des budgets pour des grandes entreprises, des grandes universités américaines, des grands centres de recherche, c'est quand même dommage pour la recherche. Mais ceci dit, vous savez, la nature n'aime pas le vide. Tous ces chercheurs qui ont été licenciés, ils sont partis en Europe, ils sont partis dans d'autres régions, et ça va faire un équilibre au niveau international. C'est dommage un peu que le Maroc n'a pas accueilli ces chercheurs. Et j'aurais souhaité qu'on les accueille un certain nombre de chercheurs, des professeurs des grandes universités américaines, des grands centres de recherche. Ça aurait été intéressant de leur donner asile au Maroc, justement pour créer, booster en fait la recherche et le développement au Maroc. C'est pas mal comme lieu de recherche, le Maroc, franchement. Bien sûr. Vous savez, on peut créer une Silicon Valley au Maroc. Nous avons 3500 kilomètres de côte. Ça aurait été intéressant de créer des Silicon Valley au Maroc. Pourquoi pas? Et d'inviter des grands chercheurs internationaux, européens, français, américains, japonais, pourquoi pas au Maroc. Vous savez, c'est ce que les Émiratis ont fait. Dubaï, c'est quoi Dubaï? Dubaï, c'est un désert. Il n'y avait rien. Et l'émir de Dubaï, il a invité des grandes entreprises américaines, des grands chercheurs et des grands investisseurs américains, européens, japonais, chinois, etc., tout le monde entier. Il a créé une plateforme et tout le monde était venu pour s'implanter, et ça a donné Dubaï, qui était un désert. Et Dubaï, c'est le seul émirat des Émirats arabes unis où il n'y a pas de pétrole. Non, mais cette espèce de Silicon Valley, de rêve de Silicon Valley, Emmanuel Macron l'avait aussi au début de son premier mandat, en voulant transformer un peu la Bretagne ou la Normandie en Silicon Valley, mais ça n'a pas fonctionné. Au Maroc, ça va fonctionner. Mais au Maroc, c'est une très bonne idée. Donc pour le DOGE, l'agence revendiquait des économies de plusieurs milliards de dollars, mais bon, pour l'instant, les chiffres n'ont pas été complètement vérifiés. En tout cas, au tout début, il y a 200 000 fonctionnaires qui ont été licenciés au tout début. Deuxième thématique de ces débats express, sur la reconstruction à Al Haouz évidemment des maisons qui ont été détruites par le séisme, et c'est Fatima Tamni de la Fédération de la gauche démocratique, la FGD, qui a déclaré il n'est pas
lors des questions orales à la Chambre des représentants, il n'est pas logique de construire des stades dernier cri alors que des victimes du séisme ne sont toujours pas relogées. Alors 2 ans après le séisme qui a frappé Al Hawz et ses provinces voisines, 4000 familles vivent toujours dans des zones à risque alors que 58 968 bâtiments ont été recensés pour reconstruction. Fatem Zahra El Mansouri, elle a répondu évidemment parce qu'il y a énormément d'habitations qui ont été construites et d'autres qui vont être construites. Et ce qu'elle dit, c'est que, en gros, on construit pas des stades comme des habitations dans des endroits qui sont des endroits à risque. Voilà. Bon, c'était un échange très politique. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Rapidement. Il faut construire des stades, c'est bien, mais aussi il faut construire des maisons pour nos compatriotes de l'Haouz. Moi, j'étais à l'Haouz il y a quelques semaines. Et effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous-mêmes, en fait, au niveau d'une association, nous sommes en train de construire en fait des maisons sur l'Haouz. Et il y a quand même, ça avance lentement, mais ça avance quand même. Les autorités font énormément d'efforts pour construire au niveau de l'Haouz, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il faut que tout le monde s'y mette pour faciliter justement cette construction. Il faut dire aussi que c'est très compliqué au niveau pratique, parce qu'en fait, c'est des montagnes, c'est des villages très, très éloignés, et c'est très difficile en fait d'acheminer les matériaux de construction. C'est très difficile de trouver des sociétés qui veulent aller là-bas pour construire. C'est très compliqué de trouver de la main d'œuvre parce qu'en fait c'est des villages isolés, donc vous avez une maison par-ci, une maison par-là, etc. C'est assez compliqué, mais il faut le faire, nous devons le faire. Nous-mêmes, à titre personnel, nous travaillons dessus. Voilà. Nous travaillons dessus. Nous avons déjà construit un certain... nous avons un programme en fait de construire 1000 maisons. Actuellement, nous travaillons sur 300 maisons. C'est compliqué, mais il faut le faire, il faut y aller. Bravo en tout cas. Merci Taïb S, expert financier et économique, d'être venu aujourd'hui dans les décodeurs et d'avoir si bien commenté l'actualité. Merci à très bientôt. Il est 9h28. Prochain rendez-vous, c'est dans 2 minutes avec Karim Droné. Atlantique Matin.